Alors, bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Pardon. Donc, j'ai tenu encore une fois à préparer une vidéo pour vous faciliter un petit peu l'accès au cours, pour expliquer certaines choses qui, à mon sens, semblent un peu difficiles à comprendre et je tiens compte aussi de vos remarques, de vos demandes que vous avez formulées auprès du département pour avoir bien sûr soit des cours en présentiel, ce qui malheureusement n'était pas pratique, n'était pas facile à réaliser, soit dans des vidéos, chose que voilà, j'ai choisi de faire. Donc, je vais commencer par le modèle de Jacobson. Je pense que l'introduction que je vous ai présentée elle est suffisamment claire. Je vous demande bien sûr de m'envoyer des mails ou de réagir sur la plateforme. Si vous avez des questions à poser concernant l'ensemble du cours, là je vais aborder pour cette vidéo les deux modèles, celui de Jacobson et celui de Benveniste. Alors, je vais vous faire grâce, donc, étant donné les circonstances actuelles, je vous fais grâce du modèle de Cuglioli. Donc, vous ne serez pas examiné sur le modèle d'Antoine Cuglioli. Voilà, il est un peu difficile, il nécessite beaucoup plus d'explications, une présence peut-être pour mieux expliciter les choses. Et donc voilà, vous serez examiné sur les deux modèles, celui de Jacobson et celui de Benveniste. Donc le modèle de Jacobson, je vous ai envoyé sur la plateforme un document. Je suis persuadée que vous avez lu, je l'espère en tout cas. Alors dans son livre qui s'intitule Essai de linguistique générale, Jacobson va présenter le schéma de la communication, son schéma qui est célèbre, et dans lequel il part du principe que le langage est composé d'un ensemble de fonctions, et donc une étude du langage nécessite forcément de s'arrêter sur ces différentes fonctions, de les expliciter, de les dégager. D'accord ? Donc, il est pour lui, donc il faut donner un aperçu de ces fonctions-là à travers, bien sûr, des facteurs qui constituent tout procès de communication. Tout procès linguistique comporte nécessairement ces facteurs qui sont à l'origine des fonctions bien sûr de la linguistique. D'où d'ailleurs l'appellation du modèle de Jacobson, le fonctionnalisme, étant donné l'importance qu'il accorde à ces fonctions qui sont à la base du langage. D'accord ? Donc, il va partir d'une définition extrêmement importante qui résume un petit peu tout son modèle, toute son approche. La définition, je vais vous la lire et en même temps, au fur et à mesure que je la lis, je l'explicite pour que vous puissiez dégager, comprendre surtout ces différentes fonctions du langage. D'accord ? Donc, il dit ceci, le destinateur envoie un message au destinataire. Donc, nous avons ici Jacobson qui met en place trois éléments fondamentaux, trois paramètres essentiels, à savoir le destinateur d'un côté, le destinataire de l'autre et un message donc, qui va circuler entre ces deux facteurs. Donc je continue la lecture de la citation. Il dit, pour être opérant, le message requiert d'abord un contexte auquel il renvoie. Alors il dit entre parenthèses,
C'est ce qu'on appelle aussi, dans une terminologie quelque peu ambiguë, le référent, contexte, saisissable par le destinataire et qui est soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé. D'accord? Donc il y a, à côté du destinataire et du message, il y a un contexte qui est important. Ce contexte-là, bien sûr, il fait l'objet du message, c'est le sujet autour duquel va bien sûr tourner le message. Alors ensuite, le message requiert un code. Nécessairement, quand on s'adresse à quelqu'un, on va utiliser un code quel qu'il soit. Donc une langue, quelle qu'elle soit, ou un système de communication, etc. Donc le code doit être commun. Code commun en tout ou au moins en partie au destinateur et au destinataire. Donc il continue entre parenthèses ou en d'autres termes à l'encodeur et au décodeur du message. Donc il faut que ce code soit commun pour qu'il soit compris par le récepteur du message, à savoir le destinataire ou ce qu'il appelle ici encore le décodeur. Enfin, le message requiert un contact, un canal physique et une connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire. Donc ce contact qui leur permet d'établir et de maintenir la communication. Donc je vais un petit peu résumer ce schéma de la communication de Jacobson. Donc nous avons un destinateur qui va envoyer un message au destinataire D'accord? Alors ce message, bien sûr, requiert un contexte. Le contexte est très important. Il n'y a aucun message, bien sûr, ne se fait en dehors d'un contexte. Donc le contexte est forcément important. Il y a bien entendu le code et il y a le contact ou ce qu'on appelle aussi un canal, donc à travers lequel bien sûr les personnages ou les personnes qui communiquent vont pouvoir interagir. Alors ce que dit Jacobson est très important. Je vais écrire le nom de ce linguiste. Donc Roman Jacobson. En tout cas, je vous ai donné la référence dans le document que j'ai scanné pour vous. Donc c'est un chapitre des essais de linguistique générale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc Jacobson va chercher à, bien sûr, définir chacun de ces facteurs. Donc ce sont 6 facteurs qui sont constitutifs du schéma de la communication et il va essayer de définir ces facteurs. Donc pour lui, chacun de ces facteurs va donner naissance à une fonction linguistique différente, bien entendu. Selon que le message est centré sur le destinateur, nous aurons une fonction spécifique. Ou qu'il est centré sur le contexte, ou sur le destinataire, ou sur le message, ou sur le code, ou sur le contact. Donc, chaque fois que le message est centré sur un élément, sur un facteur de ce schéma de la communication, nous allons avoir une fonction spécifique. D'accord? Donc, il est important de savoir que c'est très rare qu'un message soit centré sur une seule fonction. Donc, un message, généralement, va comporter un certain nombre de fonctions, d'accord? Mais il y aura une fonction dominante qui va être la fonction principale du message et les autres seront secondaires, bien entendu.
Donc, mais toutes ces fonctions, qu'elles soient dominantes, qu'il y ait une fonction dominante et les autres secondaires, il faudrait les prendre toutes en considération, d'accord? Il faut analyser toutes les fonctions en accordant bien sûr l'importance à la fonction dominante qui figure dans le message ou en l'occurrence pour nous dans un texte, dans un discours, etc. D'accord? Donc, et les autres fonctions doivent être après, venir en second lieu pour être analysées après la fonction dominante. Donc, il faut prendre en considération ce rapport hiérarchique entre les fonctions. Ça veut dire commencer par là où les fonctions dominantes et puis arriver progressivement aux fonctions donc secondaires, les analyser dans leurs particularités, dans leurs caractéristiques. D'accord? Alors la première fonction sur laquelle va s'arrêter Jacobson, c'est la fonction qui est en rapport avec le contexte. D'accord? Alors cette fonction liée au contexte, elle va avoir plusieurs noms. Il va parler de la fonction référentielle. D'accord? Donc il va la désigner par le nom de fonction référentielle. C'est une fonction qui est focalisée sur le contexte. D'accord? Il l'appelle aussi la fonction dénotative ou encore la fonction cognitive ou cognitive. D'accord? Donc il y a ces trois appellations qui caractérisent cette fonction qui marque l'orientation du message vers le contexte. D'accord? Donc cette fonction dite dénotative ou cognitive ou référentielle est centrée sur le contexte. D'accord? C'est quoi le contexte? C'est ce qu'on dit, c'est le sujet du message, hein, ce dont on parle ou ce dont on va parler, ce dont vont discuter le destinateur et le destinataire. D'accord? Donc c'est une fonction essentielle. Souvent c'est la fonction dominante, mais pas toujours, hein, mais elle est très souvent la fonction dominante parce que un message en fait est centré sur quelque chose, pas forcément sur le destinateur ou le destinataire, mais forcément les personnes quand elles se rencontrent, elles vont parler de certaines choses qui peut-être les concernent, ou bien de choses qui concernent tout ce qui est extra-linguistique, donc parler du beau temps ou du mauvais temps, parler d'une personne présente ou absente, parler des tracasseries, parler de beaucoup de choses, d'accord? Et la notion de contexte, elle est fondamentale. D'ailleurs, elle a pris toute son importance à partir justement des années 50 dans le modèle de Jacobson et juste après ou en même temps dans le modèle de Benveniste. Hein. Et c'est ce qui va un petit peu préparer la naissance ou l'apparition de la théorie de l'énonciation. Hein. Donc le fonctionnalisme est en fait est une approche qui s'apparente en grande partie aux théories de l'énonciation. D'ailleurs, Jacobson et Benveniste ont été considérés tous les deux comme étant les protagonistes du modèle des théories de l'énonciation. Ces théories qui va pour peut-être la première fois dans l'histoire de la linguistique intégrer les protagonistes de la communication, ce que Benveniste va appeler les énonciateurs, Jacobson appelle le destinateur et le destinataire. D'accord? Et donc pour la première fois, on va tenir compte des personnes
qui bien sûr échangent des propos et du contexte dans lequel ces personnes se trouvent, s'inscrivent. D'accord? Donc l'importance du contexte, pardon, elle est importante. L'importance du contexte elle est avérée. Hein, du coup, le contexte influe sur l'interprétation du message, permet l'interprétation du message. Il y a beaucoup d'éléments linguistiques dans le message qu'on ne peut interpréter qu'en revenant au contexte. D'accord? Et donc, il est nécessaire de tenir compte du contexte. Donc, cette fonction dominante de nombreux messages, qui est la fonction référentielle, axée sur le contexte, et bien sûr, est à prendre en considération. Il faut bien sûr l'analyser dans ces détails. Donc, à travers un texte, il y a des éléments qui réfèrent au message, d'accord? Qui réfèrent au lieu, qui réfèrent au moment du message, et donc il faut tenir compte de tous ces éléments, qui réfèrent aussi aux personnes dont on parle. Donc, tout ce dont traite le message doit être repéré à travers le contexte, donc autrement dit à travers la fonction référentielle. D'accord? Alors, la fonction qui est centrée sur le destinateur est dite la fonction émotive, ou ce qu'on appelle, ce que Jacobson appelle aussi la fonction expressive. D'accord? Jacobson préfère un peu plus expressive qu'émotive. Le mot émotive est plus, il a une connotation plus subjective que expressive, qui semble être plus objective. D'accord? Donc la fonction expressive ou émotive est la fonction qui est centrée sur le destinateur, donc celui qui parle, qui adresse le message à un destinataire, qui envoie un message. Et donc, la fonction expressive va permettre, bien sûr, de donner des informations directes sur celui qui parle, sur le sujet, bien entendu, du message. D'accord? Et donc, il y aura des éléments linguistiques là aussi qui vont nous renseigner sur la présence du destinateur. Alors, bien sûr, la première chose qui va se manifester au niveau du message du destinateur, c'est bien entendu le pronom personnel « je ». Chaque personne qui prend la parole, chaque émetteur, chaque destinateur, en prenant la parole, va se désigner par « je ». Et donc la présence du « je » est révélatrice de la fonction émotive ou expressive. D'accord? Il y a aussi, bien sûr, d'autres éléments qui nous renseignent sur la présence de cette fonction expressive dans tous les propos qui sont tenus au niveau phonique, par exemple. Donc, quand on est dans une situation réelle de communication, ce qu'on appelle une communication situationnelle, donc on va avoir des éléments phoniques, les éléments, comment le destinateur prononce certains mots, l'intonation qu'il va utiliser, il va parler à voix haute, il va baisser le ton, donc c'est la confidence, parler à voix haute, c'est peut-être la colère ou l'extraversion, etc., etc. Il y a aussi sur le côté grammatical, est-ce que le destinateur va utiliser, par exemple, des expressions soutenues, donc grammaticalement recherchées, ou bien il va
parler un langage plus ou moins, des tournures grammaticales plus ou moins relâchées. Par exemple, au lieu de dire je ne suis pas venu, il dit je suis pas venu ou j'ai pas vu, hein, au lieu d'exprimer les deux formes de la négation, ne et pas, je n'ai pas vu un tel, donc il va dire j'ai pas vu, etc., etc. Donc sur le plan grammatical, il y a aussi des éléments qui nous renseignent sur le destinateur, d'accord? Il y a aussi le niveau lexical, les mots que le destinateur va utiliser, s'il s'agit de mots recherchés ou de mots plutôt qui appartiennent au langage familier, etc., etc. Et donc, tous ces éléments-là, bien sûr, qui concernent le destinateur, vont être inscrits sur le compte de la fonction expressive ou émotive. D'accord? Donc, parfois, le destinateur va utiliser un langage ironique pour se moquer du destinataire, ou plutôt se moquer du contexte de personnes ou d'une situation un petit peu spéciale. Il peut utiliser la colère, le courroux, donc la colère, l'indignation, etc. Et tous ces éléments-là vont transparaître au niveau du contexte situationnel à travers l'intonation, à travers l'attitude, sur le plan bien sûr contextuel, textuel, à travers un certain nombre de traces linguistiques, de mots linguistiques, de signes typographiques, l'indignation ou plutôt l'exclamation elle se manifeste à travers le point d'exclamation, l'interrogation, donc voilà, quand on pose des questions ou quand on s'interroge, on peut parfois poser une question qui n'en est pas une, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? On dit à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ce cafouillage, qui n'est pas réellement une véritable question, mais qui est plus une réaction d'indignation, de colère face à une situation particulière. Donc, tous ces éléments-là transmettent des informations sur le destinateur. Et donc, il est nécessaire de s'arrêter sur ces éléments-là. D'accord? Alors, l'orientation vers le destinataire. Donc là, on est maintenant axé sur le destinataire. Le destinataire, c'est-à-dire le récepteur du message. Et là, on va parler de la fonction donc, conative. Donc, Jacobson évoque la fonction conative, qui est une fonction liée ou axée sur le destinataire. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va, bien sûr, permettre au destinateur de s'adresser au destinataire et de peut-être lui poser un certain nombre de questions. Alors c'est vrai que là, la forme la plus utilisée, c'est tu ou vous. Par exemple, selon le rapport qu'on entretient avec le destinataire, on va soit le tutoyer, soit le vouvoyer. Et en le vouvoyant, donc on exprime un rapport de respect, de distanciation par rapport au destinataire, alors que le tu introduit une certaine familiarité, une certaine proximité avec le destinataire. Le vous peut avoir une valeur individuelle comme il peut avoir une valeur collective, d'accord? Et dans ce cas, quand le destinateur adresse un message à un destinataire collectif, donc une classe par exemple, un auditoire, un public, etc., donc automatiquement le destinataire va être désigné par le pronom personnel vous
qui là va avoir cette valeur plurielle, d'accord? Donc il est nécessaire aussi de se pencher sur ces pronoms personnels qui sont les moteurs de toute communication. Alors la fonction conative, elle s'exprime par, bien sûr, la forme grammaticale la plus utilisée, la plus pure, comme dit Jacobson, à travers l'impératif et le vocatif. Le vocatif, c'est cette formule qui permet d'interpeller quelqu'un, s'adresser à lui en l'appelant, en l'interpellant aussi, d'accord? Et puis l'impératif, c'est vrai que quand on dit un destinateur adresse un ordre à un destinataire, donc nous sommes dans la fonction conative, et cette fonction permet d'expliciter le rapport social qu'entretient le destinateur avec le destinataire. On ne donne pas des ordres à tout le monde. Donc il y a une certaine hiérarchie dans les rapports, un certain pouvoir dans le rapport qui permet au destinateur de s'adresser au destinataire en termes d'injonction, d'ordre, etc. Parfois, l'impératif, bien sûr, exprime plusieurs valeurs. Donc, il n'y a pas que l'ordre que l'impératif peut exprimer. Il peut exprimer aussi la requête. Voulez-vous, par exemple, ou faites, s'il vous plaît, faites que telle chose soit faite ou soit réalisée dans les temps, etc. Donc on peut bien sûr adresser une requête à quelqu'un en utilisant l'impératif, d'accord, mais sous une formule tout à fait atténuée. Donc on a aussi ces éléments qui sont d'ordre syntaxique, morphologique, et bien entendu qui apparaissent au niveau de la fonction conative. Alors, ces trois fonctions qui sont la fonction référentielle, la fonction expressive et la fonction conative, ces trois fonctions constituent ce que beaucoup de linguistes appellent en fait le triangle qu'on appelle le triangle de Bühler. Alors pourquoi parce que Bühler, c'est un linguiste qui a justement dégagé trois fonctions essentielles au niveau du langage. C'est le référent, et puis c'est bien sûr le destinataire et le destinataire. Donc ce sont en fait ces trois fonctions capitales qui sont à l'origine de toute communication, d'accord? Donc ce triangle de Bühler est très révélateur de l'importance de ces trois fonctions. Et donc, en fait, il faudrait s'attendre à ce que pratiquement dans chaque texte, dans chaque message, il y ait au moins la dominance d'une de ces trois fonctions, d'accord? Souvent, c'est la dominance de la fonction référentielle axée sur le référent, mais on peut avoir aussi un message, une communication qui va être axée sur le destinateur, donc le destinateur qui va parler de lui-même, d'accord, de son parcours, dans par exemple un entretien de recrutement ou un examen quel qu'il soit. Donc c'est le destinateur va parler de lui-même, de son parcours, et du coup, donc le message sera axé sur le jeu, sur ce que le destinateur a réalisé. Mais on peut aussi parler de quelqu'un d'autre. On peut, par exemple, lors d'une investiture de quelqu'un, avoir des témoignages, ou parfois le décès d'une personne, avoir des témoignages sur la personne
Enfin, normalement, non, c'est sur une personne présente dans l'auditoire, donc l'investiture d'une personne, parce que quand on évoque le décès d'une personne, on est plutôt dans le référent, parce qu'on va parler de cette personne en termes de il ou elle, d'accord? Et donc, le destinataire est forcément quelqu'un qui est présent sur la scène de la communication et dont le destinateur va bien sûr parler, évoquer peut-être un collègue ou un supérieur, évoquer toutes les qualités de cette personne présente, d'accord, en s'adressant à elle, bien entendu. Donc, Jacobson va dire que il ou elle, donc ce triangle de Bühler se constitue de ces trois éléments, le référent qui est toujours donc axé sur le pronom personnel il, parce qu'on parle de quelque chose, de quelqu'un. Il peut être une personne, un objet et beaucoup de choses, hein. Soit sur le je, bien entendu, puisque le destinateur va utiliser le pronom personnel je pour s'exprimer, soit sur le tu ou bien le vous, selon les rapports que l'on entretient avec le destinataire. Donc ce sont ces trois axes fondamentaux qui constituent la base de toute communication. D'accord ? Donc ce modèle traditionnel du langage, comme le désigne Jacobson, qui a été élaboré par Bühler, bien sûr se limitait au départ à ces trois fonctions. La fonction émotive, la fonction conative et la fonction référentielle. D'accord ? Ce sont en fait les trois sommets de ce modèle triangulaire. À côté de ces fonctions, il y a bien entendu, et c'est peut-être là aussi l'intérêt du schéma de la communication de Jacobson, c'est que à côté de ces trois fonctions essentielles, Jacobson va introduire trois autres fonctions qui ne sont pas de moindre importance, mais c'est vrai que sur le plan hiérarchique arrivent en second lieu par rapport à ces trois sommets de la communication. À ces trois fonctions, à ces trois facteurs correspondent bien sûr trois fonctions linguistiques. D'accord ? Alors, on va commencer par le facteur qui est en rapport avec le code. D'accord ? Plutôt les facteurs qui sont axés sur le contact. D'accord ? Donc, le contact, ça veut dire qu'il y a une volonté d'entrer en contact avec une personne, entrer en communication avec une personne. Donc, certains messages peuvent focaliser sur le contact, d'accord ? Chercher, c'est-à-dire que ce sont des messages qui vont servir essentiellement, comme le dit très bien Jacobson, ces messages, ou certains messages, donc, servent essentiellement à établir, prolonger ou interrompre la communication, à vérifier si le circuit fonctionne. Donc là, on est surtout focalisé sur le contact, d'accord ? Donc c'est une fonction secondaire, certes, mais parfois il y a une volonté chez les interlocuteurs de maintenir le contact, de prolonger la discussion pour plusieurs raisons. Hein. On devrait chercher justement à travers le texte qu'on lit, à travers le discours, on devrait chercher ces raisons qui vont pousser le destinateur et le destinataire à prolonger, à chercher à établir le plus longtemps la communication, d'accord ? Donc, il y a par exemple des éléments comme « Allô, allô, est-ce que tu m'entends ?» Donc, ce sont des éléments qui perpétuent, qui permettent de s'assurer que le destinataire est là,
au bout du fil, si on est dans une communication téléphonique, il est là, il est encore avec nous. Parfois, on parle à quelqu'un au téléphone et puis il n'y a pas de réaction de l'autre côté. Donc on va dire, tu es toujours là, tu es là, tu m'entends. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui relèvent de la fonction fatigue. Donc on appelle, je reviens à la page, donc voilà, c'est la fonction fatigue. La fonction qui est centrée sur le message, sur le contact, pardon, et la fonction fatigue, comme l'appelle Jacobson. Donc cette fonction permet de, comment on dit, de s'assurer que l'autre est toujours au bout du fil, que l'autre suit ce qu'on dit, même quand on s'adresse à une personne en présentiel. On peut parler à quelqu'un et puis se rendre compte que l'autre, il est en train de regarder son téléphone portable. Et on a l'impression qu'il ne nous suit pas, qu'il ne nous écoute pas. Et donc, on lui dit, hey, tu suis ce que je dis, est-ce que tu m'écoutes, etc. Et donc, tous ces éléments-là relèvent de ce qu'on appelle la fonction fatigue. D'accord ? La fonction suivante, la 5e fonction, c'est une fonction qui va être axée sur le code. Donc là, nous avons une fonction centrée sur le code. Alors, la logique moderne a introduit une distinction essentielle, pertinente, entre deux niveaux de langage, d'accord ? Ce qu'on appelle le langage objet, c'est-à-dire le langage qui va parler des choses qui nous entourent, de tous les objets qui nous entourent, et le métalangage. Je vais peut-être revenir à la page 2. Alors, on a ce qu'on appelle le langage objet. Je mets objet entre guillemets, juste pour démontrer que c'est le langage de tous les jours en fait que nous utilisons, parce que chaque fois que nous parlons de quelque chose, des objets qui nous entourent généralement, des personnes qui nous entourent, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle le langage objet, qui parle des objets, des choses qui nous entourent. Et puis, ce que les linguistes ou les logiciens appellent le métalangage, où le préfixe méta signifie le langage qui parle sur lui-même. Donc c'est une opération, voilà, de réflexivité. Le langage se tourne vers lui-même. Le langage va parler de lui-même. Ça veut dire qu'on va poser des questions sur le code utilisé. D'accord ? Donc, le métalangage, c'est un langage qui permet de parler, bien sûr, du langage lui-même. D'accord ? Donc, c'est le code lui-même qui fait l'objet de, bien sûr, la communication. Alors, c'est vrai que beaucoup de linguistes ont forgé un métalangage pour justement traduire, expliquer, exprimer certaines théories. Donc, certaines théories linguistiques utilisent un métalangage mathématique, comme l'a fait par exemple Chomsky, comme le fait Cuglioli, etc. Donc, c'est un langage qui va permettre d'expliquer le langage linguistique, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un métalangage. Donc, c'est un outil scientifique qui, en fait, qui est nécessaire à l'usage bien sûr, des logiciens et des linguistes.
c'est aussi un outil qui joue un rôle important dans le langage de tous les jours parce qu'il nous arrive souvent dans la réalité d'avoir affaire à un discours qu'on ne comprend pas forcément, d'accord? Et donc on va poser la question, on va interroger sur le sens des mots qui sont utilisés par soit le destinateur, soit qu'on trouve dans un texte, etc. Et donc, quand on se pose des questions sur le langage, quel est le sens de mot, que veut dire ce mot, que signifie ce mot, là nous sommes dans la fonction métalinguistique. Donc, je reviens à la première page. Voilà, la fonction qui est axée sur le code est ce qu'on appelle la fonction métalinguistique. D'accord? Donc, je reprends ici, c'est bon, le message, la fonction, voilà. Le contact, c'est la fonction fatigue, donc voilà. Là, le contexte, c'est la fonction référentielle. Le destinataire, voilà, comme ça, voilà, c'est la fonction conative. Et voilà, donc, on est, voilà. Alors, quand on pose des questions, quand on s'interroge, sur le sens de mots qui sont utilisés par le destinateur, donc le destinataire ne comprend pas des mots que le destinateur utilise, donc il va poser des questions. Que veut dire cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, nous sommes dans la fonction métalinguistique, d'accord? Et là, dans le document que j'ai distribué, je donne un exemple que je reprends à Jacobson qui est extrêmement révélateur. Donc quelqu'un qui par exemple va dire une sorte de dialogue, quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre le sophomore s'est fait coller, eh ben, le destinateur qui produit ce message en disant à un destinataire le sophomore s'est collé, le destinataire ne comprend pas ce message-là. Et donc il va poser un certain nombre de questions. Il va alors demander d'abord sur qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que se faire coller. Donc le fait de poser une question sur le sens de se faire coller relève bien entendu de la fonction métalinguistique. Et l'autre qui va répondre, expliquer, se faire coller, donc là on est toujours dans la fonction métalinguistique, l'explicitation du sens, se faire coller veut dire la même chose que sécher. L'autre n'est pas plus avancé puisqu'il ne comprend pas ce qu'est le verbe sécher dans ce sens-là. Peut-être certainement il le comprend dans l'autre sens, sécher le linge, sécher les cheveux, etc. Mais dans ce sens-là, il n'arrive pas à le comprendre. Alors il va encore poser une question sur le code et sécher. L'autre qui répond sécher, c'est échouer à un examen. Voilà, donc il y a une fonction métalinguistique qui permet de poser des questions sur le sens des mots utilisés. Et le dialogue continue. Et qu'est-ce qu'un sophomore? L'interrogateur, bien sûr, c'est-à-dire le destinataire qui a reçu le message, qui devient destinateur en posant les questions. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le langage estudiantin, il y a un code des étudiants qu'on ne connaît pas forcément, que nous, les personnes extérieures à ce groupe social, bien fermé un peu, on ne comprend pas tous les mots qu'ils utilisent. Et donc, la personne qui pose les questions est certainement une personne qui ignore le langage estudiantin, le vocabulaire estudiantin.
Et donc l'autre qui explique, un sophomore est un étudiant de seconde année. D'accord? Donc là, nous sommes, à travers ce dialogue, nous sommes entièrement, totalement dans la fonction métalinguistique, puisque tout le message a dû faire l'objet de questionnements sur le sens des mots utilisés. D'accord? Donc chaque fois que le destinataire pose des questions sur le code utilisé, le sens des mots que l'autre a utilisés, donc nous sommes dans la fonction métalinguistique. Et pardon, c'est vrai que, par exemple, chez les enfants, les tout petits enfants, quand ils sont dans l'apprentissage de la langue, ben nous sommes forcément face à nos enfants tout jeunes qui sont encore voilà, des débutants dans l'apprentissage du langage. Nous allons avoir affaire à cette fonction métalinguistique d'une façon extrêmement présente, d'accord? Puisque les enfants, en apprenant le langage, bien sûr, vont poser des questions constamment sur le sens des mots que les parents utilisent ou que les autres utilisent, d'accord? Et donc souvent, face aux enfants, nous avons affaire à ce type de fonction métalinguistique. Le dernier facteur qui relève de la fonction ou du schéma de la communication linguistique de Jacobson est le message lui-même, d'accord? Donc, quand le message met l'accent sur le message lui-même, donc là, nous ne sommes pas dans la fonction métalinguistique. Attention, parce que la fonction métalinguistique, elle est centrée sur le code utilisé, d'accord? Si quelqu'un va vous parler argot et que vous ne comprenez pas l'argot, vous allez chaque fois poser des questions. C'est quoi ce mot? C'est quoi des godasses? Ah, c'est des chaussures, d'accord. C'est quoi la bagnole? Ben, la bagnole, c'est la voiture, d'accord. Et donc, là, nous sommes sur des questionnements sur le code. Là, c'est lorsque le message est au service de lui-même. Ça veut dire qu'il y a une sorte de travail sur le message. Nous sommes face à une élaboration d'être minutieuse du message lui-même pour donc donner une impression favorable, d'accord? Pour aussi exprimer une certaine, peut-être une certaine, comment dirais-je, une certaine musicalité. Le message, c'est vrai, quand on produit un message, ben, souvent on a envie de produire un message beau, bien structuré, on a envie parfois d'impressionner les autres, et donc on élabore nos messages, on choisit méticuleusement les mots qu'on va utiliser, etc., etc. Et donc, tout ce soin qu'on va apporter au message lui-même relève de ce que Jacobson va appeler la fonction poétique. D'accord? Et donc, c'est cette fonction-là, la fonction poétique, alors attention, la fonction poétique, le mot poétique n'est pas nécessairement restreint à la poésie. Mais même la prose peut être poétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine musicalité au niveau des sons, au niveau de l'agencement des phrases, qui va produire un effet très beau, impressionnant parfois, appréciable chez le sujet parlant, mais aussi sur le récepteur, d'accord? Et donc, cette fonction poétique du langage, donc, qui n'est pas d'ailleurs la seule fonction de l'art du langage, mais
c'est une fonction dominante, c'est une fonction importante qui ne joue qu'un rôle secondaire, c'est vrai, comparé aux fonctions essentielles qui sont bien sûr la fonction expressive, la fonction référentielle et la fonction connotative, mais elle est aussi, elle a un rôle à jouer et quand elle est présente dans un texte, on ne peut pas ne pas la relever, la dégager. D'accord? Donc souvent, par exemple, un exemple que je reprends aussi à Jacobson, quelqu'un qui dit « Pourquoi dites-vous toujours Jeanne et Marguerite et jamais Marguerite et Jeanne ?» Donc ce sont deux sœurs jumelles qu'une personne, peut-être leur mère ou leur père, appelle toujours Jeanne et Marguerite et jamais Marguerite et Jeanne. D'accord? Ben, l'autre qui va dire tout simplement parce que ça sonne bien. Pourquoi on va dire un film en noir et blanc? Ça va mieux, ça passe mieux que si on disait un film en blanc et noir. Blanc et noir, ça passe moins bien. Donc c'est lié à une certaine fluidité des sons, une certaine harmonie au niveau des sons tout simplement. D'accord? Voilà, donc il y a des passages justement où on sent que l'auteur, par exemple, quand on lit un roman, fait des réflexions où il y a une sorte de recherche extrêmement élaborée du langage, d'accord, de la musicalité du langage. Dans Le Petit Prince, j'avais donné un exemple, un extrait du Petit Prince analysé selon le modèle de Jacobson. Et c'est vrai que quand quand il parle de la rose, par exemple, et qu'il dit la rose, quand il parle de sa rose, par exemple, quand il parle des géographies. Voilà, le Petit Prince est allé sur la planète d'un géographe, et donc il dit les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres et ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Là, c'est beau ce qu'il dit. Il y a d'ailleurs la répétition comme une sorte de refrain. Dans une chanson, il y a un refrain que la chorale va reprendre ou que le chanteur reprend. Et donc là aussi, il y a une sorte de reprise. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Et donc là, nous sommes dans une certaine recherche poétique du langage qui il serait intéressant que vous puissiez dégager cette fonction poétique. Voilà. Donc, c'est vrai que le langage de la publicité, le langage politique aussi, sont très axés sur la fonction poétique quand on cherche à convaincre quelqu'un dans le langage publicitaire, à convaincre le public, etc. On peut très bien recourir à des formules extrêmement poétiques, bien élaborées, pour justement amener le consommateur à acheter les produits. Donc ces 6 fonctions, ces 6 facteurs, donc celui du destinateur, celui du contexte, celui du destinataire. Donc je vais alors il y a un problème parce que c'est pas grave, je vais tout effacer.
Voilà, donc ce schéma de la communication de Jacobson, donc qui se constitue, qui se compose de... Pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié schéma de la communication de Jacobson. Donc, dans ce schéma de la communication qui se compose donc nécessairement de ces éléments, destinataire, contexte, destinataire, et puis le message, bien sûr, qui va circuler entre le destinateur et le destinataire, le code et le contact, ce qu'on appelle aussi le canal, d'accord, utilisé. Donc ces 6 éléments-là, ces 6 qu'on appelle aussi les facteurs, ces 6 facteurs vont chacun donner naissance à une fonction du langage. Bien sûr, la fonction expressive qui est liée au destinateur, la fonction référentielle qui est centrée sur le contexte, la fonction conative centrée sur le destinataire, la fonction bien sûr liée au message, c'est la fonction métalinguistique. Pardon. Non, c'est j'ai. Donc la fonction référentielle, pardon parce que c'est un système qui est assez nouveau pour moi. Et, donc la fonction qui est axée sur le message, c'est la fonction poétique. La fonction axée sur le code, c'est la fonction métalinguistique. Et enfin, la fonction centrée sur le canal, c'est la fonction fatigue. Donc, on peut constater qu'à chaque facteur, voilà, vu dans le message, dans le schéma de la communication de Jacobson, à chacun des facteurs correspondra nécessairement une fonction principale selon que le message est centré sur le destinateur, il est centré sur le contexte, il est centré sur le destinataire, sur le message lui-même, sur le code ou bien sur bien entendu, cette volonté de maintenir le contact, de prolonger le contact. D'accord? Donc, voilà, j'espère que vous avez compris bien sûr, ce cours. J'ai réussi, j'espère que j'ai pu vous expliquer un peu plus, rapprocher un peu plus de vous ce schéma de la communication de Jacobson. Donc là, nous allons passer immédiatement au modèle de Benveniste qui s'inscrit dans le schéma, dans le modèle plutôt, dans les approches
énonciative. D'accord? Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire à travers, bien sûr, soit la plateforme, soit, bien entendu, m'envoyer des mails. J'ai déjà donné mon adresse mail. Là, je vous la donne encore une fois. Alors, ce tiré, c'est celui du 8. Donc, mon nom en minuscule. Voilà. @yahoo.fr. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous faites des exercices aussi que vous voulez que je vous les corrige, donc je reste à votre disposition. Alors, bien sûr, je vais poster dans les jours qui viennent quelques exercices, 2 exercices certainement. Je vous laisserai une petite semaine pour les faire. S'il y a des personnes qui souhaitent me les envoyer sur ma boîte mail, donc c'est avec plaisir. Et je posterai au bout de quelques jours les corrigés de ces exercices, afin que vous puissiez voir la démarche qu'il faut suivre. Voilà.